je vais aborder avec vous le roman des Fils de la Médina que certains connaissent. Ce roman, qui est très controversé d'ailleurs, a été publié en 1959 et censuré. Il mêle l'allégorie, la critique sociale et la réflexion religieuse. À travers les figures de Gabalaoui et de ses descendants que nous verrons tout à l'heure, Mahfouz va créer une Médina symbolique qui sera un espace de mémoire, de pouvoir et de lutte pour la justice. Le roman interroge le rôle du divin, du politique et de l'humain dans l'histoire. Comment coexister tout en résistant à la tyrannie? Et cette question se pose dans ces temps sombres que nous vivons. Nous allons faire l'hypothèse que le roman articule étroitement esthétique, éthique et mémoire historique afin de penser le dialogue religieux comme une condition de la justice sociale, l'allégorie servant de dispositif critique pour dénoncer les abus du pouvoir et raviver une mémoire éthique. Alors, étant moi-même jésuite, conditionné par ma formation jésuite, je vais vous proposer 3 points. Oui, je suis jésuite, Frédéric. Donc, l'allégorie, donc le premier point, je vais aborder l'allégorie comme un espace d'hospitalité symbolique. Dans un deuxième temps, je vais aborder l'esthétique qui est critique des dominations politico-religieuses avec l'élaboration d'un agir éthique. Et dans un troisième temps, l'articulation de l'éthique et de l'esthétique pour construire une mémoire collective. Donc, dans un premier temps, je vais aborder avec vous comment l'allégorie devient un espace d'hospitalité symbolique des monothéismes. Au centre de notre allégorie se trouve la figure de Gabalaoui. Certains y ont vu, et à raison à mon avis, une métaphore de Dieu, du Dieu des monothéismes, mais non identifié à une tradition religieuse spécifique. Gabalaoui demeure présent dans l'imaginaire des habitants de la Médina, malgré son retrait au chapitre 2 dans sa grande maison qu'il a fondée et qui symbolise le paradis et un certain ordre éthique. Gabalaoui incarne l'origine commune des traditions. Gabalaoui est le point de départ qui permet au monothéisme de coexister, car il a engendré une lignée de descendants qui renvoie aux grandes figures fondatrices des monothéismes. Mais son retrait engendre violence et domination. En l'absence du père, ses héritages sont instrumentalisés par les hommes pour légitimer leur pouvoir et leur domination tyrannique. La Médina devient un microcosme. Elle représente un espace de misère et d'oppression dans lequel le sacré, le social et le politique s'entrelacent. La maison de Gabalaoui, inaccessible et symbole du paradis perdu, nourrit l'espoir et la contestation, rappelant que la justice et l'éthique ne sont jamais donnés, mais ils sont toujours à reconstruire. Après la figure de Gabalaoui, l'allégorie élabore des figures prophétiques, symboles de la coexistence religieuse. Le premier, c'est Adam, donc je ne vais pas l'aborder pour des raisons de limitation de temps, mais surtout, c'est les 3 autres descendants. Gabal, qui agit par la loi et la force pour restaurer la justice, et qui est la figure de Moïse. Rifa, qui propose la compassion, le pardon et le sacrifice de soi, qui est une figure de Jésus. Et Qasim, qui combine l'action sociale et l'éthique pour construire une communauté durable et qui est la figure du prophète Mohammed. Chaque figure exprime aux modalités de résistance propres à sa tradition, mais toutes ces figures convergent vers un même idéal: instaurer la justice, protéger les plus vulnérables et rappeler la responsabilité morale. En ce sens, et ça c'est très important, Mahfouz met en scène une histoire religieuse cumulative plutôt que concurrentielle, où chaque tradition enrichit la précédente sans l'annuler. Le roman devient ainsi un espace original où les récits fondateurs peuvent être relus, comparés, interrogés, surtout interprétés. Ces récits sont libérés de leur portée théologique pour tendre vers une approche éthique et surtout politique. Mahfouz crée ainsi un lieu de dialogue interreligieux narratif axé sur l'éthique. Les traditions coexistent, se confrontent, se complètent et surtout, mais surtout sans effacer leurs différences. Et ça, c'est très important. Une hospitalité narrative est ainsi créée ayant un dénominateur éthique commun. Au-delà de la simple mise en relation des figures prophétiques
et de leur héritage respectif, les fils de la Médina, je veux dire, c'est Awlad Haratina, élaborent un véritable dispositif d'hospitalité narrative, fondé sur la reconnaissance d'un dénominateur éthique commun aux trois monothéismes. L'allégorie ne se contente pas de faire coexister ces traditions religieuses dans un même espace fictionnel. Elle permet d'identifier les valeurs communes qui rendent possible leur dialogue et qui se résument autour de trois points: la justice, la compassion et le refus de l'oppression. La justice. Chaque tradition monothéiste vise à restaurer la justice trahie par les intendants qui ont volé le waqf aux habitants de la Médina et de faire face à la violence arbitraire des Foutoua. On verra tout à l'heure les Foutoua et l'intendant. La compassion. Elle devient dans le roman un principe de reconnaissance de l'autre, par lequel Naguib Mahfouz suggère que l'authenticité de l'éthique se mesure surtout à la réponse apportée à la souffrance humaine qui résulte de l'injustice. Et troisièmement, le refus de l'oppression est le point nodal vers lequel convergent les trois traditions monothéistes, en opposition aux structures injustes du pouvoir. C'est précisément parce qu'elle se situe sur le terrain de l'esthétique, grâce à l'allégorie, que la littérature peut devenir un espace neutre de dialogue interreligieux. De fait, le roman ne cherche pas à imposer une vérité doctrinale. Il offre plutôt un cadre narratif où les différentes traditions peuvent être représentées sans être soumises à une hiérarchie dogmatique. Ce faisant, la littérature réfute les prétentions exclusives à la vérité et ouvre un lieu de rencontre fondé sur la réflexion politique et éthique. Cette neutralité esthétique permet à chaque lecteur et à chaque lectrice, quelle que soit son appartenance religieuse, d'entrer dans le récit et de s'y reconnaître. D'ailleurs, quelle est la fonction de la littérature sinon de faire entrer le lecteur ou la lectrice dans cet espace fictionnel? Dans un deuxième temps, après avoir montré comment les fils de la Médina élaborent une hospitalité narrative, nous allons examiner comment cette esthétique se prolonge dans une critique politique de l'oppression et de l'injustice et comment elle élabore un agir éthico-politique. Le pouvoir tyrannique est représenté par deux figures, celle de l'intendant et des Foutoua. L'intendant symbolise le chef politique oppressif qui détourne la justice en spoliant les habitants de la Médina du Waqf qui leur revient de droit par Gabalawi. Pour maintenir son contrôle sur le Waqf et sur la Médina, il va s'appuyer sur les Foutoua. Donc vous voyez tout ce qui est l'intendant, à quelle figure il renvoie. Et dans notre monde arabo-musulman, des intendants, il y en a. Les Foutoua, c'est le personnage caractérisé par la force physique et par la violence. Il est chargé du maintien de l'ordre par la force brutale et la protection des individus, mais contre une contribution obligatoire. C'est le bras armé. Donc on a le bras politique, le bras armé, on peut appeler ça les mukhabarat, entre autres, ou la force militaire. Ces figures contrôlent aussi la mémoire et le récit. Ils manipulent l'histoire pour légitimer leur domination grâce surtout aux personnages des conteurs. Et ça, c'est un personnage important, les conteurs, qui sont à leur service et qui légitiment leur pouvoir en manipulant les histoires de la Médina. Alors, Mahfouz révèle ainsi que la confiscation de la mémoire est utilisée comme un outil de pouvoir et que l'injustice s'enracine dans la manipulation du sacré. Alors, si l'esthétique critique la domination politique, elle appelle également à un agir éthico-politique, caractérisé dans le roman par les révoltes des figures prophétiques. Alors, face à l'oppression, les prophètes incarnent la résistance morale, transformant les figures prophétiques en agents de libération, surtout sur le plan politique et éthique. Gabal va confronter directement ses oppresseurs. Rifa va agir par la compassion, par la parole, par le pardon, mais ses disciples vont s'opposer également aux figures d'oppression. Et Qasim va s'opposer à son tour à la tyrannie et va organiser la société pour restaurer la justice. Les trois figures, il y aura une confrontation directe. Dans le roman, il n'y a pas d'économie. Même le personnage de Rifa, qui symbolise Jésus, il va voir ses disciples qui vont se confronter, il y aura des manifestations et il y aura du sang qui va couler. Mais la révolte n'est pas anarchique. Elle est structurée, elle est éthique, elle est orientée vers la protection des plus vulnérables.
Mahfouz distingue la violence oppressive de l'action légitime, transformant l'histoire prophétique en leçon morale. Et cette révolte n'est pas uniquement menée par les figures prophétiques, mais également par la littérature elle-même. Mahfouz se situe ainsi dans la lignée des auteurs comme Zola, qui dénoncent les injustices et qui combat la violence. De ce fait, l'allégorie ne se contente pas de constituer une forme esthétique, elle devient elle-même geste politique. Son usage permet à Mahfouz de contourner la censure, et Souad Abdel-Nasser, je peux me dire à quel point elle était forte, cette censure en 1959. La littérature devient un moyen surtout de transgression. À cet égard, la réécriture des prophètes choque. Elle peut choquer, mais aussi elle éveille les consciences du lecteur et de la lectrice. La littérature produit également une mémoire critique face à l'oubli. La phrase qui clôt les chapitres 2, 3 et 4, je cite, le fléau de notre quartier, c'est l'oubli. Cette phrase est significative de cet oubli ou de cette amnésie qui produit une histoire toujours répétitive, favorisant le retour des tyrannies. Ainsi, dans un troisième temps, nous allons analyser comment l'esthétique, l'éthique et la mémoire cherchent à élaborer l'avènement d'une société plus juste. Mahfouz va utiliser le roman pour réécrire l'histoire de façon critique. Cette démarche apparaît dès le prologue du roman, parce que le roman commence par un prologue qui est très important. À travers un personnage, on ne connaît pas son nom, c'est un narrateur écrivain qui s'interroge, qui se pose des questions sur Gabalawi, on se pose des questions sur Dieu, il se pose des questions sur les figures prophétiques et surtout sur les causes de la tyrannie et de l'injustice dans la Médina. Il se dit, si notre ancêtre est tellement riche, comment se fait-il que nous en sommes arrivés là? Se poser des questions. Cette interrogation, ces questions vont le mener à rompre avec les discours des conteurs inféodés au pouvoir politique, et il va se mettre à écrire l'histoire de la Médina. Et ainsi, le roman est une analepse, ou pour le dire autrement en littérature, l'analepse, c'est un flashback, c'est une rétrospection. À partir du prologue, on va revenir en arrière et réécrire l'histoire de la Médina. Autrement dit, la littérature va s'allier à l'histoire dans une perspective éthique et politique. Par cette mise en écrit et surtout par cette mise en histoire, Mahfouz va déconstruire les récits figés des figures prophétiques et il va mettre en lumière les obstacles qu'elles ont traversés pour vaincre la tyrannie. Il va révéler le potentiel critique de ces traditions religieuses lorsqu'elles sont relues à partir de l'expérience humaine. Chaque lecteur est ainsi invité à se réapproprier ces textes dans une perspective mémorielle et politique. Le roman incite également à une identification aux opprimés, en donnant voix aux sans-voix, aux plus vulnérables, ouvrant ainsi la voie à une réflexion sur les conditions d'un vivre en commun qui soit beaucoup plus juste. De fait, les habitants de la Médina incarnent les différentes formes de vulnérabilité face à la tyrannie. Ça, il me reste... Ok, c'est bon, c'est bon. La mise en écrit et en histoire met en lumière leurs souffrances, mais aussi leur capacité de résistance à travers l'action prophétique incarnée par les révoltes de Gabal, de Rifa et de Qasim. Ces révoltes, rappelons-le, visent avant tout à protéger ceux qui n'ont pas de voix et à promouvoir une justice concrète. Je me demande si on n'est pas face à une forme d'une théologie de la libération, mais je dis ça avec beaucoup de modération, hein, avec beaucoup de... Voilà. La justice sociale qui émane de ces récits mémoriels apparaît dès lors comme le fondement du vivre ensemble de la Médina. Elle suppose non seulement l'absence de violence, mais aussi la reconnaissance des droits notamment des plus fragiles et la remise en question des structures de domination. En articulant justice et mémoire, Mahfouz montre que la compréhension critique du passé est indispensable à la construction d'une société plus équitable. L'esthétique, par le biais de la littérature, devient donc un outil de mémoire, mais aussi un outil de conscience morale et civique, révélant l'injustice et nourrissant une réflexion politique et éthique que seule la littérature peut pleinement porter. Enfin, la littérature, l'histoire et les sciences humaines, on dira. Et donc, l'exigence éthique portée par l'esthétique revêt une portée à la fois contemporaine et universelle. Les questions soulevées par les fils de la Médina,
conscience religieuse, coexistence religieuse, responsabilité morale, critique des abus de pouvoir, protection des plus vulnérables, demeurent centrales dans les sociétés actuelles. Mahfouz montre que la littérature peut servir de laboratoire de pensée critique, permettant d'interroger les usages politiques et religieux du sacré et de persévérer et de préserver l'éthique collective. Enfin, le roman affirme la responsabilité sociale de la littérature. Comme nous l'avons signalé, la littérature ne se contente pas d'être un simple exercice esthétique, mais elle engage le lecteur et la lectrice dans une réflexion sur l'action, sur la mémoire et sur la justice. En faisant de la fiction un miroir et un levier de transformation, Mahfouz montre que l'écriture participe à la formation d'une conscience collective morale capable de résister à la justice et surtout de se révolter. Alors, en guise de conclusion, au-delà de sa dimension historique ou religieuse, les Fils de la Médina constituent un apport majeur au dialogue interreligieux. Mahfouz montre que la littérature peut établir un terrain commun entre traditions différentes, fondées sur les principes éthiques universels tels que la justice, la compassion ou le refus de l'oppression. La portée de l'œuvre demeure actuelle. Les questions de coexistence religieuse, de responsabilité, des critiques des tyrannies qu'elle soulève résonnent avec les enjeux contemporains. Il suffit d'ouvrir la presse. En ce sens, le roman s'impose comme un point de départ fécond pour réfléchir à la responsabilité morale et créative de l'écrivain face au sacré et au pouvoir dans le monde contemporain, sans oublier pour autant la responsable de chacun de nous, appelé à agir pour faire advenir une société plus juste. À mon avis, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, donc prenez-le avec beaucoup de pincettes. Ce roman est un hommage à la littérature au fond et à l'écrit, outil redoutable de résistance éthique. L'esthétique n'est pas là uniquement pour embellir. Et c'est pas uniquement une catharsis. Elle est là pour réveiller des consciences endormies par l'oubli. Le frère Emmanuel disait hier que vous disiez que le peintre est un prophète. L'écrivain rejoint le peintre ici pour être un prophète, autrement dit quelqu'un qui sait discerner les signes du temps pour projeter l'avenir et être la voix des sans-voix. Comme hier, on a vu ces peintres à Zamalek, dans les galeries de Zamalek. Mahfouz, enfin, c'est le rôle de l'art quelque part et de l'artiste. Et je termine cette phrase du poète Saint-Jean-Perse. Il dit, il suffit au poète, on peut dire il suffit à l'artiste d'être la mauvaise conscience de son temps. Il suffit à l'artiste d'être la mauvaise conscience de son temps. Alors, en ce moment où des romans sont censurés aux États-Unis quand même, les romans de Toni Morrison, entre autres, prix Nobel de littérature, sont censurés. Au moment où, même dans le monde d'art musulman, j'ai entendu dire, je ne sais pas si l'histoire est vraie, je termine là-dessus, mais quelqu'un me l'a dit de proche qu'en 2003, et comme on est en Espagne, la délégation américaine avait demandé d'enlever Guernica, qui était exposé à l'ONU avant la guerre d'Irak. Un tableau qui fait peur à la première puissance américaine. Des romans d'une femme américaine qui font peur à M. Trump. On a plus que jamais besoin d'être, en tant que croyants ou non-croyants, des mauvaises consciences dans notre temps. Alors, j'ose espérer que nous serons ces mauvaises consciences. Merci.